Bonsoir. Du coup, moi, je vais pas vous parler du tout de PHP, parce que j'aime pas parler de PHP dans les événements de PHP. C'est une habitude, je fais ça tout le temps. Et je vais vous parler d'un outil qui a vraiment été mon coup de cœur de cette année. Donc, c'est Unity. En deux mots, je vais essayer de vous convaincre sur pourquoi c'est génial, et après, je vais essayer de vous coder un jeu en 10 minutes. Donc, si j'y arrive pas, c'est la faute à Unity. Si j'y arrive, c'est grâce à moi. Merci. Donc Unity, pourquoi c'est bien? Premièrement, parce que c'est gratos. Il y a vraiment une licence qui est gratuite complètement et qui a toutes les fonctionnalités, absolument toutes les fonctionnalités, même le profiler pour gérer les performances, pas de limitation. Il y a une version payante quand même, qui vous permet d'avoir du CI par exemple ou de l'hébergement en cloud chez Unity, etc. Et aussi, il faut savoir que la version personnelle est limitée à 30 000 euros de bénéfices. Donc si vous faites moins de 30 000 euros de bénéfices, vous pouvez continuer à utiliser la version personnelle. Faut pas rêver, hein, vous n'arriverez pas à passer les 30 000 euros de toute façon. Donc pourquoi c'est bien Unity? Parce que c'est gratuit, mais c'est pas parce que c'est gratuit que c'est cheap. Au contraire, il y a de très très grands jeux qui ont été faits avec Unity. Unity, ça a quand même un peu du vécu, mais là ils en sont à la version 5.3. Et on arrive vraiment à un logiciel qui est pro, quoi, qui a vraiment de qualité. Je sais pas si des jeux comme Hearthstone ou Pillars of Eternity ou ce genre de trucs, ça vous parle. C'est des jeux qui ont été faits avec Unity. Donc on a vraiment du haut de gamme et du jeu qui se fait assez rapidement. Je parle vite fait juste de Unreal Engine, qui est le concurrent plus ou moins, qui est aussi gratos, que vous pouvez avoir, qui a des limitations qui sont un petit peu différentes, qui est plus orienté pour les gros jeux en 3D avec plein de shaders très jolis, mais c'est pas pour ça qu'on peut pas faire la même chose avec Unity. Deuxième argument qui est cool, c'est que c'est multiplateforme. Donc non seulement vous pouvez coder sous Mac, sous Windows et sous Linux, mais vous pouvez aussi faire des builds sous Mac, sous Windows, sous Linux, sous mobile, sur PS4, sur Windows Phone, etc. Et tout ça avec la version gratuite de Unity, quoi. Donc vraiment très très bien. Le dernier point qui va, qui doit vraiment vous convaincre sur utiliser Unity, c'est vraiment bien, c'est la doc. Parce que la doc, j'ai jamais vu un soft qui a une aussi bonne doc que Unity. Et c'est là où, à mon avis, ils sont un petit peu en avance par rapport à Unreal. Donc vous avez un site qui est super bien foutu. Donc ici, vous pouvez télécharger votre Unity gratuitement. Et la doc va être partagée en plusieurs parties pour apprendre. On a les tutoriaux qui sont vraiment très très bien. Moi je vous conseille celui-là, le Space Shooter Tutorial. Les tutoriaux sont bien, pourquoi? Parce que euh, ils se... vous n'avez pas besoin de produire les ressources graphiques, ils vous les donnent. Et vous n'avez pas besoin d'être non plus un super bon codeur. Bon, je sais que parmi vous, vous êtes plutôt pas trop mauvais, vous avez un peu l'habitude. Mais c'est aussi accessible aux débutants, donc c'est bien, c'est didactique, etc. Bon, c'est en anglais. Et c'est fait par des petites vidéos qui vous font des petites sessions en fait de 5 à 10 minutes. Donc c'est pour ça que c'est bien, même si vous n'avez pas le temps, enfin vous pensez ne pas avoir le temps, vous faites une session un soir, une session l'autre soir, etc. Et à la fin, vous avez un jeu qui fonctionne vraiment, et en plus, vous avez compris ce que c'était un petit peu le développement de jeux vidéo, etc. Donc ça, c'est des bons tutoriaux à faire en premier quand vous ne connaissez pas du tout l'éditeur. Vous pouvez y aller à partir de zéro. Après, vous avez la doc, qui est vraiment super bien faite. Donc la doc de l'API avec des exemples de code. Et vous avez en plus des tutoriaux qui sont plus... je vais les retrouver. Qui sont plus sur des sujets spécifiques. Par exemple, si vous voulez en apprendre plus sur l'audio, sur la physique, etc., vous avez des tutoriaux dédiés. Et surtout, des tutoriaux sur le scripting. Parce que ici, on va faire du C# ou du JavaScript. Moi, je vous conseille le C#. Les deux sont compatibles avec Unity. Et donc, si vous connaissez rien du tout à C#, vous prenez les tutoriaux, là, les, les débutants et les avancés. C'est des tutoriaux, chaque tutoriau, c'est une petite vidéo de 2 minutes ou à 5 minutes. Donc c'est vraiment très bien pour revoir tous les éléments du langage de base C#, plus ce qui est un petit peu propre à Unity, comment on va utiliser
voilà, par exemple une fonction de lookout pour que votre objet il regarde un tel élément dans la scène. C'est vraiment très très bien. Moi je les ai tous faits, ça m'a peut-être pas pris plus qu'un week-end, mais encore, hein, c'est vraiment très très rapide, quoi. Donc c'est à peu près tout. Faut vraiment pas avoir peur de vous y mettre, même si vous pensez ne pas avoir beaucoup de temps. Ah oui, je voulais juste faire un petit parallèle sur, justement, si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous pouvez faire des jeux en un week-end pendant des game jams. Moi j'en ai fait un il y a 2 semaines là pour la Ludum Dare. Ludum Dare c'est 4 par an et c'est international et vous n'avez pas besoin d'être dans un endroit précis, vous pouvez le faire chez vous avec des potes. Vous vous inscrivez, vous mettez votre jeu, des gens qui jouent à votre jeu, et puis à la fin vous êtes noté, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de prix, etc. Mais c'est très sympa. C'est un jeu que j'ai fait en 72 heures, je vous invite à le tester si vous pouvez, et à le finir si vous êtes vraiment un vaillant. Vous avez une asso lyonnaise qui est la Game Dev Party, où ils font 2 jams par an, donc tous les 6 mois, la prochaine ça va être dans 5 mois, un truc comme ça. Et là c'est plus pour venir sans équipe, et faire un jeu avec des personnes que vous ne connaissez pas. Donc vous allez vous mettre en commun avec des graphistes, des game designers, etc. Il y a de tous les niveaux, donc il ne faut pas hésiter, même si vous pensez que vous n'avez pas un bon niveau en Unity, il faut vraiment y aller. C'est très très sympa comme ambiance. Et le dernier, c'est la Global Game Jam, qui a lieu tous les ans, qui est international, mais par contre là, il faut un endroit pour pouvoir y être physiquement et puis participer. Il y a un endroit qui s'ouvre à Lyon, à l'école Bellecour, donc moi je vous conseille d'y aller, d'ailleurs c'est bientôt, c'est à la fin janvier, moi j'y serai. Donc si vous voulez faire un jeu avec moi ou avec d'autres personnes, ben, allez-y. Donc on va passer dans le vif du sujet, je vais essayer de vous faire un jeu en 10 minutes. Donc ça va être un petit peu rapide. Donc je vous présente Unity, ici on a la scène, ici on a la console qui nous dit qu'on a des erreurs ou pas, je les ai enlevées, j'en ai pas. On a ici mes objets qui sont actifs dans la scène, donc pour l'instant j'ai une lumière et une caméra. Ici on a notre source du projet, donc les fichiers qui sont ouverts, donc vous verrez que j'ai un fichier vendor, c'est les seules ressources externes que je vais utiliser pendant ce projet, qui sont un éléphant PHP, et les standards d'assets qui sont un package créé par Unity pour vous simplifier la vie, pour prototyper rapidement. Et ici l'inspecteur en fait pour voir chaque élément, les données. Je ne sais pas si on voit très bien, ouais si ça a l'air bon. Donc on va commencer tout de suite, on va créer un sol. Donc on va créer un sol, on a des primitives qui sont dispo dans Unity toutes faites. Je vais l'appeler sol. C'est un cube, on va dire qu'il prendra 10 mètres sur 10 mètres et puis qui fera 0,1 de hauteur. Donc il faut savoir que 1, l'unité, généralement on considère que c'est des mètres, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Donc j'ai un sol, très bien. Je vais vérifier qu'il est centré quand même. Non, il n'est pas centré. Hop. Du coup je vais tout refaire. Hop. On va le mettre à -0,5 pour qu'il soit vraiment à 0 du plan. Voilà. Donc j'ai mon sol, je vais rajouter un éléphant. Voilà, très beau éléphant, merci El Rubio. On va le mettre un petit peu en l'air, comme ça on va voir comment il réagit physiquement. On lance le jeu. Il est là, bon il flotte, c'est un peu nul pour un éléphant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui rajouter de la physique. Ce qui est très très bien avec Unity, c'est que tout est géré. C'est-à-dire que je n'ai pas à me faire chier avec la physique. J'ai juste à rajouter un rigid body pour lui dire qu'il a une masse, et du coup ça devient un objet physique. Et là on voit qu'il traverse le sol. C'est un peu naze. Parce qu'il lui manque un collider qui va définir en fait quand est-ce qu'il va rentrer en contact avec des objets. Donc on va le faire, c'est pareil, c'est dans Unity. Donc je rajoute un box collider. Même si notre éléphant c'est pas vraiment une boîte, c'est bien les box colliders parce que ça prend pas beaucoup de ressources. Et puis si on lui mettait un collider qui représente vraiment sa forme, il ferait n'importe quoi, il tomberait dans tous les sens, juste qu'il soit stable, donc on va mettre une boîte, c'est très bien. Donc voilà, je fais ma petite boîte en fonction de la taille de mon éléphant, je lance le jeu, et là normalement si tout se passe bien, voilà, il reste sur le sol. Très très bien. C'est quand même un peu nul, c'est pas vraiment un jeu, donc on va rajouter un player. Truc très très bien dans les assets de Unity, c'est qu'on a un FPS controller qui est livré et qui va nous permettre de prototyper très 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 rapidement. Donc je vais faire un petit reset sur sa position, donc on voit qu'il apparaît au milieu de ma scène. Je vais le mettre dans l'autre coin de l'éléphant, voilà, comme ça, je le tourne, hop, pour qu'il fasse mon éléphant.
on voit qu'il est dans le sol, mon player, donc c'est un peu nul. On va le mettre un peu en l'air, et voilà, je lance. Et là, ben, vous voyez, j'ai un FPS contrôleur. Ça marche bien, j'ai même des bruits de pas, vous voyez, je peux pousser mon éléphant. Voilà. Bon, mais vu qu'on veut vraiment faire un jeu, et que les jeux, vous savez, c'est violent, on va se rajouter un flingue, et on va pouvoir tirer sur cet éléphant. Donc ce que je fais là, c'est que je crée une boîte dans ma caméra, ce qui fait qu'il est lié aux parents de la caméra, et que quand je bouge la caméra, la boîte va le bouger avec, en fait, quoi. Elle va suivre ses coordonnées. Donc bon, on va le rendre juste un peu plus petit, voilà, comme ça. Je vais essayer de le mettre un petit peu en décalé, comme ça, on va voir ce que ça donne dans l'aperçu de la caméra. Voilà, il est trop haut. Je vais le baisser, hop. Voilà, ouais, c'est pas trop mal. Voilà, je bouge la caméra, c'est pas bien. Voilà, c'est pas trop mal. Donc là j'ai mon gun, ouais, il me suit la caméra, c'est plutôt pas mal, sauf qu'il fait rien. Donc on va faire un script. Parce que jusque là on n'a pas codé une seule ligne. Donc c'est pas terrible. Nouveau script, on va l'appeler shooter. C'est ça que j'aime bien avec Unity en fait, c'est que justement on fait pas trop de code en fait. Il y a pas mal de choses qui se passent dans l'éditeur. Donc quand je crée une classe, il va par défaut me mettre en monobehavior, etc. Oui, alors là, je respecte pas du tout les PSR2, hein, pour ceux qui suivent, parce que je respecte des conventions qui sont au C#. Je suis désolé, j'ai pas trop le choix. Donc on a une méthode start qui, elle, va se lancer une seule fois à la création de l'objet, et on a une méthode update qui va se lancer à chaque frame. Donc là, c'est ce qu'on a besoin. Et on va dire, si j'appuie sur un bouton, qui va être le bouton de tir. Donc par défaut, dans Unity, ça vous pouvez changer, mais par défaut, le bouton de tir c'est Fire 1, ça correspond au clic de la souris. Donc on va créer un projectile. Pour ça, on a une méthode qui s'appelle instantiate sur la classe GameObject. Donc GameObject, c'est un peu la classe de base, quoi. On va dire je veux instancier un projectile et je veux l'instancier à une position et une rotation, comme ça. Vous allez me dire, ça n'existe pas, comment je vais faire? Réponse, l'injection de dépendance. Donc je crée deux variables qui sont publiques, ça va peut-être vous faire mal aux yeux, mais c'est comme ça. Donc un GameObject, parce que GameObject, tous les objets dans Unity sont des GameObject, ma caméra c'est un GameObject, etc. Donc là je veux un projectile GameObject et un transform qui va me dire une position. Donc je veux créer un projectile à une position. Je reviens dans Unity, on va voir que normalement, si j'ai pas d'erreur, j'espère, voilà. Donc j'ai mes propriétés publiques qui apparaissent là. Et ça c'est un peu l'injection de dépendance à la Unity. Je vais pouvoir dire quel type d'objet je vais injecter. Donc pour le spawn, c'est très simple, on va créer un objet vide qui aura juste une position, que je lie à mon gun, comme ça il a il réagit toujours avec ses coordonnées, je le mets un petit peu devant le canon, comme ça. Donc voilà, j'ai juste à glisser mon spawn dans spawn. On voit qu'il récupère directement le transform, parce que j'ai pas besoin du GameObject complet. Petit raccourci. Et on va tirer des boulettes. Donc on va dire, on aura une sphère, on va pas se faire chier trop. Petite sphère. 0,1, 0,1, 0,1. Voilà. Sauf que ma sphère, en fait, je vais pas la laisser dans la scène, c'est un peu bête. Je vais l'utiliser comme un préfab, en fait. Ce qu'on appelle des préfabs, c'est des objets qui sont réutilisables, qui sont pas dans la scène, mais que je peux sauver dans ma hiérarchie pour pouvoir l'utiliser dans différentes scènes ou sur différents objets. Et donc, je le mets dans mon script. Je lance. Vous allez voir, ça va être magnifique. Je tire des boulettes. Sauf que bon, la boulette, elle reste stable, c'est un peu nul. Donc, si vous avez bien suivi, qu'est-ce que je vais faire? Bien, on va rajouter un rigid body. On n'a pas besoin de collider, mais il y a déjà un sphere collider de toute façon qui existe quand on crée une sphère. Donc je relance. C'est pas mal, ça tombe. C'est un peu mieux. Donc ce qui manque, c'est on va lui donner un petit peu de vélocité. On va virer ces warnings en virant la caméra, parce que comme j'ai une caméra FPS, je me retrouve avec deux caméras, et du coup il n'aime pas trop.
comment on va faire? Donc on va récupérer l'instance du GameObject. Donc là c'est un mécanique un peu de cast comme ça. On va dire as GameObject. Et dans ce GameObject bullet, je vais récupérer son rigid body pour pouvoir lui appliquer de la physique. Donc je vais faire un bullet get component. Ici on a du typage rigid body. Voilà, donc là j'ai son rigid body et je vais lui rajouter une force. Cette force s'appliquera en avant, mais en avant par rapport à notre point de spawn de notre arme. Donc je vais dire spawn.forward, petite méthode utilitaire pour me dire va devant la position que je te donne. Et on va multiplier ce vecteur par une force. Donc, vous voyez, on fait un peu de trigo, mais c'est pas plus mal. Donc je remets une variable force, comme ça on peut la tuner dans l'éditeur. Il faut que je mette un float devant, sinon ça va pas marcher. Là, normalement. Voilà. Je vais mettre 900 par exemple, qui est une valeur totalement aléatoire. Et là, normalement, si je tire, ça me tire des boulettes. Sauf que là, vous remarquez que dès que je sors de mon éditeur, ça fait chier en fait, parce que du coup, quand je clique, mon curseur il repart. Donc on va bloquer le curseur vite fait. On va faire ça hyper sale dans le même script, parce que j'ai pas envie de faire un autre script. Dans le start. Cursor.figure false et cursor. Vous voyez qu'on a une autocomplétion qui marche quand même vraiment pas mal. Par exemple, là, il sait que j'attends une elim de type curslock mode, et donc il m'autocomplete. Voilà. Donc là, est-ce que ça va être mieux? Ouais, c'est pas mal. Et voilà. On peut tirer sur notre éléphant. Bon, un dernier truc, vite fait, parce que c'est très très rapide. Je vais créer un autre script sur la boulette pour créer une explosion. Parce qu'on va finir en beauté. Donc je vais l'appeler explode. Et je vais lui dire que à la collision. Donc on a. Voilà, on utilise toujours les mêmes fonctions. Hein, c'est comme en PHP au bout d'un moment. Hein. Donc on a le start, on a le update et on a le onTriggerHunter pour faire des collisions, parce que c'est un petit peu tout ce qui se passe dans un jeu vidéo. Et donc quand il y a une collision, on va instancier une explosion. Donc même principe que tout à l'heure. Je vais le faire sur ma position actuelle de ma boulette quand elle est dans une collision. Et je vais détruire ma boulette. Donc vous voyez, GameObject, c'est une variable privée en fait de mode behavior, c'est pour ça que je peux l'utiliser comme transform d'ailleurs. Donc, pareil que tout à l'heure, public GameObject explosion. Et là, on va pas trop s'embêter non plus. On va utiliser une explosion toute faite qui est dans les standards assets. Explosion, voilà. Je lance. Et là, vous allez voir qu'il n'y a pas d'explosion. Pourquoi? Parce qu'en fait, onTriggerHunter, ça marche que sur un trigger collider. Qui n'est pas un trigger physique en fait, c'est plus genre un mur invisible, quand ça se déclenche, ça déclenche un événement. Donc je dois dire que c'est une trigger. Bref. Pas mon gun, surtout pas. Mais ma boulette ici. Et là normalement ça devrait marcher, j'espère. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est un peu violent l'explosion, je l'accorde, mais voilà. Et ben c'était tout pour un jeu en beaucoup plus de 10 minutes je pense, mais bon, vous me pardonnerez, Mathieu Napoli il a fait 17 minutes alors. Merci.